Madame, monsieur, bonsoir. Très heureux de vous retrouver sur Vox Africa dans le cadre de cette nouvelle chronique. Aujourd'hui, je vais revenir avec vous sur les institutions régionales et sous-régionales africaines. Dans le cadre de ces chroniques, je vais m'arrêter sur deux exemples. La CEDEAO, bien entendu, parce que c'est l'institution qui fait l'actualité aujourd'hui, mais plus globalement l'Union africaine. Ces organisations sont nées aussi à l'image aussi de la manière dont ces pays ont pris leur indépendance. À l'épreuve de pas mal de circonstances, on voit que ces organisations, effectivement, sont confrontées à la dure réalité en fait, du terrain, c'est-à-dire que le jeu des grandes puissances. Il faut noter que si ces organisations n'ont pas réussi à atteindre leur objectif, c'est quelque part également, elles ont été tout le temps manipulées par les puissances. C'est ça, sans oublier un dernier élément, c'est que puisque ces pays ne sont pas véritablement indépendants politiquement, mais aussi économiquement. Alors, qui paye commande. Donc, c'est aussi ça la question. D'accord. Donc, elles ne sont jamais arrivées à mettre des mécanismes en place pour s'autofinancer. Et donc, ce manque d'autofinancement aussi explique le fait qu'à l'épreuve des circonstances, donc on voit que ces organisations-là, on a l'impression que c'est pourquoi il y a beaucoup de critiques à leur encontre. Commençons par la CEDEAO. Et posons-nous un certain nombre de questions. Premièrement, qui finance la CEDEAO? Le budget 2023 de cette institution est fixé à 400 milliards de francs CFA. Mais ce qu'il faut noter, c'est que ce budget doit être financé notamment entre 70 et 90% par les États membres, à travers un mécanisme de taxes que les États devraient pouvoir recouvrer sur les importations des produits venant des pays non membres de la CEDEAO. C'est clairement le manque de volonté politique que nous n'arrivons pas à financer la plupart de nos organisations sous-régionales. Nous importons un tiers de la nourriture que nous consommons pour 70 milliards de dollars. 1% de 70 milliards de dollars peuvent certainement financer nos institutions. Donc il faut de la volonté politique. Mais seulement dans les faits, les choses ne sont pas aussi simples. Tous les États ne jouent pas le jeu. Tous les États ne payent pas leurs cotisations et contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas les États qu'on pourrait imaginer qui ne jouent pas le jeu. Par exemple, un pays comme le Burkina Faso ou la Guinée qui sont en pleine crise aujourd'hui sont à jour de leurs cotisations au sein de la CEDEAO. La deuxième chose qu'il faut relever, c'est que les objectifs de la CEDEAO pour cette année étaient très clairs. Ce budget a été voté pour contribuer notamment au renforcement de la paix et de la sécurité dans la sous-région, au renforcement de l'intégration régionale, à la promotion de la bonne gouvernance et à l'appui au développement inclusif et durable. Vous voyez très bien que cette CEDEAO qui veut engager une guerre n'est plus dans la mission qui lui a été assignée. Bien plus, poussons le bouchon un peu plus loin. Cette CEDEAO qui veut faire une guerre au Niger, comment compte-t-elle la financer? On comprend très bien en réalité que la CEDEAO aussi ne sera utilisée que comme un paravent. Elle n'a pas d'argent déjà pour assurer ses propres programmes, parce qu'il faut le rappeler, l'essentiel de l'argent qui vient des États membres sert grandement au fonctionnement de la CEDEAO. Pour financer ces programmes, la CEDEAO est parfois obligée de faire appel aux bailleurs de fonds internationaux, notamment l'Agence française de développement. Donc voilà une institution qui a du mal à trouver des mécanismes pour s'autofinancer, pour financer ses programmes, qui est prête à faire une guerre. La CEDEAO, les chefs d'État ont décidé d'activer la force en attente et de déployer cette force pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger. Les chefs d'État ont marqué un accord donc pour le déploiement des troupes d'un certain nombre de pays, dont la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire fournira un bataillon et a pris toutes les dispositions financières pour l'opération. Si elle doit durer 3 mois, les provisions seront faites au niveau budgétaire pour que nos soldats et nos officiers qui participeront à cette opération ne manquent de rien. Donc la Côte d'Ivoire est prête et je viens de donner instruction au chef d'état-major général des armées de commencer la mobilisation de ces troupes pour leur participation à cette opération de la CEDEAO. Pour la CEDEAO, il ne s'agit pas d'un coup d'État au Niger. Il s'agit d'un kidnapping, d'une prise d'otage
du président démocratiquement élu qui reste aux yeux de la CEDEAO et du Bénin, le président Mohamed Bazoum. Et c'est pour ça que les décisions prises par la CEDEAO sont celles de tous les pays qui en sont partis et qui ont pris part au sommet extraordinaire d'Abuja. Toujours pour rester dans la CEDEAO et ses incongruités, il faut noter que la CEDEAO en 2020 avait lancé un vaste programme de financement de la lutte contre le terrorisme. On parlait à l'époque d'1 milliard de dollars sur 5 ans, c'est-à-dire 2020 à 2024. Nous avons décidé au niveau de la CEDEAO de contribuer à hauteur d'1 milliard de dollars au financement des forces conjointes et au renforcement des capacités opérationnelles et de renseignement. La question que j'ai envie de poser aux dirigeants de cette institution, c'est où en est-on avec ce projet? Comme vous pouvez vous en douter, il n'en est rien ressorti. La CEDEAO n'a pas pu mobiliser cette somme et la preuve, c'est que la lutte contre le terrorisme via la CEDEAO n'a apporté aucun résultat parce que c'est quasiment inexistant. Après la CEDEAO, parlons de l'Union africaine. Et pour parler de l'Union africaine, j'aimerais qu'on fasse une sorte d'analyse comparée pour démontrer en réalité qu'on est dans une situation totalement incompréhensible. Première approche, nous allons comparer l'Union africaine à l'Union européenne. Première question, qui finance? Ce budget est élaboré par la Commission européenne. Il est ensuite adopté conjointement par le Conseil de l'Union européenne et le Parlement européen. Les recettes sont composées de 3 types de ressources. Des droits de douane sur les importations en provenance de l'extérieur de l'Union européenne, une partie de la TVA perçue dans l'Union européenne et le versement par chaque État membre d'un pourcentage de ses revenus qui varie en fonction de la richesse nationale. Un pays dit riche contribuera ainsi plus qu'un pays dit moins riche. Actuellement, le premier contributeur est l'Allemagne, suivi de la France, de l'Italie et du Royaume-Uni. Mais que fait exactement l'Union européenne avec ce budget ? Tout d'abord, il faut savoir que seuls 6% des dépenses sont consacrées au fonctionnement de l'Union européenne pour entretenir ses bâtiments, payer son personnel ou encore financer le coût de traduction et d'interprétation dans les 24 langues officielles. De ce fait, près de 94% des dépenses servent à financer des activités concrètes dans toute l'Union européenne. Et à côté de ça, ils ont développé des mécanismes qui permettent que, par exemple, des sanctions infligées aux entreprises non européennes contribuent au financement de l'Union européenne. Au niveau de l'Union africaine, vous serez frappé de vous rendre compte que les 2/3 du budget de l'Union africaine viennent de l'extérieur. Et dans ces 2/3-là, le principal financier de l'Union africaine, c'est l'Union européenne. Assez curieux. À côté de ça, vous avez des pays comme les États-Unis, la Chine et même l'ONU qui financent l'Union africaine. Tenez-vous bien que même le siège de l'Union africaine a été offert par la Chine, construit par la Chine, qui est évidemment un ami, mais en affaires de politique, l'amitié a ses limites parce que chacun sait que malgré les amitiés, chacun doit suivre ses intérêts. Et comme on le sait tous, qui paye commande. Ça veut dire qu'en réalité, le véritable patron de l'Union africaine, c'est l'Union européenne, puisque c'est le principal contributeur, comme je viens de vous le dire. Deuxième axe de comparaison, comment devient-on membre de l'Union africaine et comment devient-on membre de l'Union européenne? Pour ce qui est de l'Union africaine, comme j'aime à le dire, c'est entre qui veut. Il n'y a même pas d'étude de dossier. Dès que vous êtes déclaré pays africain et reconnu comme tel, vous devenez quasiment automatiquement membre de l'Union africaine. Au niveau de l'Union européenne, c'est quasiment sur concours. Vous devez faire vos preuves, vous devez passer des examens et si vous êtes accepté, alors vous devenez membre de l'institution. Mais qui peut devenir membre de l'Union européenne? Pour déposer sa candidature, il faut être un État souverain, être situé géographiquement en Europe entièrement ou en partie, et respecter les valeurs de l'UE, comme la démocratie, ou encore le respect des droits de l'homme. L'Union européenne doit s'assurer de sa capacité à accueillir dans de bonnes conditions l'État candidat. Comment devenir membre de l'Union européenne? Le processus d'adhésion à l'UE est long. Il prend souvent plusieurs années, 10 ans pour la Hongrie et la Pologne, ainsi que la Croatie, 12 ans pour la Roumanie et la Bulgarie. Il y a 4 grandes étapes.
Première étape, l'accord d'association. Avant de candidater, le pays peut commencer à se rapprocher de l'Union européenne en intégrant dans son droit national l'acquis communautaire, c'est-à-dire les règles européennes en vigueur. Un accord dit d'association peut être conclu notamment pour établir une zone de libre-échange entre le futur candidat et l'UE. Deuxième étape, l'obtention du statut de pays candidat. Le pays envoie sa candidature au Conseil de l'Union européenne. Celui-ci décide ou non de lui accorder le statut de pays candidat après consultation de la Commission européenne et approbation du Parlement. La demande d'adhésion doit être approuvée à l'unanimité. Aujourd'hui, 7 pays ont officiellement le statut de candidat. La Turquie, l'Albanie, la Macédoine du Nord, le Monténégro, la Serbie, la Moldavie et l'Ukraine. Troisième étape, la mise en place d'une stratégie de préadhésion. C'est la phase de négociation. L'Union européenne doit s'assurer que l'État candidat a repris dans sa législation les règles européennes. Bruxelles doit également établir si l'État candidat est en mesure de remplir les conditions économiques et politiques requises et de souscrire aux objectifs de l'union politique, économique et monétaire. Une fois candidat, l'État peut obtenir des aides financières pour pouvoir mener les réformes institutionnelles et économiques nécessaires à son adhésion. La Macédoine du Nord et l'Albanie, candidats officiels à l'UE, sont entrés dans cette phase le 18 juillet 2022. Si l'État candidat est parvenu à franchir les 3 premières étapes, il ne lui en reste plus qu'une, 4e, la signature du traité d'adhésion. Le traité d'adhésion doit être signé et ratifié par l'État candidat et tous les États membres de l'UE. Si un État s'y oppose, l'adhésion est bloquée. Une fois le traité d'adhésion ratifié, l'État candidat devient adhérent à l'Union européenne et un État membre à part entière. Et vous constatez très bien qu'il y a plusieurs pays qui toquent aux portes de l'Union européenne depuis des années, parce que selon justement les garants de cette institution, ces pays-là ne remplissent pas toutes les conditions pour devenir membres de cette institution. On voit bien que la question du financement de l'Union africaine est un véritable problème. L'Union africaine est malheureusement devenue un instrument aux mains de certaines puissances pour réaliser leurs ambitions géopolitiques sur le continent. Et malgré la réforme courageuse et avant-gardiste proposée par le président du Rwanda, Paul Kagame, rien n'a véritablement changé. For me, when I'm watching on television and I find our leaders who should have been working together all along to address these problems that commonly affect their countries, wait until they are invited to go to Europe to sit there and just, you know, it's like they are made to sit down and address their problems. Why does anybody wait for that? What image does it even give about us, about Africa? In fact, the image it gives is that we are not there to even address these problems. We are there for a photo opportunity. We are happy to sit there in Paris with the President of France and address and just talk about addressing problems. It doesn't make sense that our leaders cannot get themselves together to address problems affecting our people. It doesn't make sense. I think there is that serious problem. African leaders, we don't need to be invited anywhere to go and address our problems without first inviting ourselves to come together to tell each other the actual truth that we must tell each other about our serious problems. On se retrouve aujourd'hui dans une configuration où des pays comme la Chine envoient des soldats pour le maintien de la paix en Afrique. Et il faut noter aussi que l'Union africaine brille par son incapacité à mobiliser les moindres ressources pour résoudre elle-même ses problèmes. On se rappelle très bien qu'en 2016, l'Union africaine avait annoncé vouloir lever 400 millions de dollars pour le maintien de la paix en Afrique.
Mais seulement presque 10 ans après, sur les 400 millions de dollars, seulement 60 millions ont pu être mobilisés. Alors la conséquence de cet état de choses pour nos institutions est claire. C'est que ces institutions ne servent pas les populations africaines. Elles ne servent pas l'Afrique, elles servent ceux qui les financent, ça veut dire leurs véritables patrons. On a pu le vérifier pour le cas de l'Union africaine de manière précise lors de la guerre en Libye. Quand on a voulu déloger Mouammar Kadhafi par tous les moyens, l'Union africaine n'était pas d'accord. Mais, parce qu'elle n'a pas les moyens, parce qu'elle ne dépend pas d'elle-même, parce qu'elle n'est pas indépendante, elle n'a pu rien faire. Malgré l'opposition de l'Union africaine, avec justement à l'époque le président de la Commission, le Gabonais Jean Ping, elle a dû plier bagage face à la détermination de certaines puissances occidentales, en tête desquelles la France et le Royaume-Uni. Lorsque la crise libyenne a éclaté, nous avons dit à nos partenaires étrangers, en 1993, vous êtes arrivés, vous avez bombardé la Somalie et vous êtes partis. Nous sommes là avec la Somalie dans les bras. 20 ans, un pays zombie. Donc nous avons dit, attention, la situation là n'est pas facile. Et nous avons mis en place le 10 mars, le Conseil de paix et de sécurité. Le 10 mars, une feuille de route. Je suis allé promouvoir cette feuille de route à Washington, à Londres, à Bruxelles, partout, expliquant à nos partenaires américains, anglais, européens, notre feuille de route et comment nous allons y parvenir. Mais je crois qu'ils avaient décidé qu'il fallait bombarder. Je crois que tout ce qui se passe là était déjà décidé. Je n'entre pas dans les détails, mais je crois qu'ils avaient décidé de faire ce qu'ils voulaient faire. Dans ce contexte-là, nous avons été marginalisés, ignorés, et je dirais même humiliés. Que pouvions-nous faire? Qu'est-ce que les États membres pouvaient faire devant une situation comme ça? Et c'est ainsi que la Libye a été détruite et les conséquences sont celles qu'on connaît jusqu'aujourd'hui. Les armes aujourd'hui circulent dans le désert. Il y a des SAM 7, il y a des SAM 9 dans le désert. Personne ne les contrôle. Personne. Tous les trafics sont en train de s'opérer dans le désert. Mais on leur avait dit ça. On leur avait dit. Je crois qu'ils pensaient que la guerre durerait 15 jours. Ça a duré 8 mois. 26 000 sorties d'avions. 10 000 frappes aériennes. 50 000 morts. Pour sortir de cette chronique, il est très important de signifier pourquoi c'est important que l'Afrique puisse avoir des institutions qui soient totalement indépendantes. Et cette indépendance dépend d'abord de l'indépendance financière. Parce que tant que l'Afrique ne pourra pas elle-même financer la CEDEAO, l'Union africaine ou la SADC, ces institutions resteront purement et simplement des instruments à la disposition des grandes puissances qui vont les utiliser, comme on le disait tantôt, dans le cadre de la préservation, de la protection ou de la conquête de leurs intérêts. Alors, il faut noter que le problème de nos institutions, c'est qu'on s'unit juste pour des raisons géographiques, alors que c'est l'erreur à ne pas commettre. On ne peut pas penser que parce qu'on partage le même territoire, on est obligé de s'unir. La plupart du temps, on s'unit parce qu'on a une communion d'objectifs, parce qu'on a une vision commune. Sauf qu'au niveau de la CEDEAO ou de l'Union africaine, on a mis des gens qui n'ont rien en commun et on espère avoir quelque chose qui porte tout le monde dans la même direction. C'est quasiment impossible. Pour vous démontrer que c'est les intérêts qui doivent guider l'Union, vous vous rappelez que des pays comme le Maroc, la Tunisie ont essayé de devenir membres de la CEDEAO alors que géographiquement ils n'y sont pas. C'est tout simplement parce que dans leur déploiement stratégique, ils savaient qu'en devenant membres de ces institutions, ils pourraient avoir des avantages énormes pour leur pays. Un pays comme la Mauritanie, qui est d'abord sorti de la CEDEAO, a voulu revenir à un moment donné uniquement pour la préservation de ses intérêts. Donc, en d'autres termes,
Ce n'est pas parce qu'on partage le même espace qu'on est obligé de se mettre ensemble. Il est clair que les Africains doivent comprendre cela une fois pour toutes. C'est pour cela que nous pensons que les pays qui veulent sortir de la CEDEAO, pour une raison ou pour une autre, peuvent le faire sans grandes conséquences. Il s'agit aujourd'hui pour les Africains de manière générale de construire une véritable union basée avant tout sur une vision commune, sur des objectifs communs et non plus juste sur la proximité géographique.